Bonjour et merci de votre fidélité à Débat de presse, le décryptage de l'actualité nationale et internationale sur la RTV ce matin. 3 sujets convoqués à la discussion. D'abord, le dialogue politique entre la majorité et l'opposition burkinabé. Une rencontre qui s'est achevée le 28 septembre dernier avec des propositions, notamment le fait de favoriser le retour des exilés politiques, l'organisation des municipales au suffrage universel direct et les réformes et réorganisations dans l'armée, notamment les forces sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Ces points dits consensuels pourront-ils réellement pouvoir instaurer un climat serein pour la quiétude et la bonne gouvernance au Burkina Faso? Comment l'opposition politique burkinabé censée être un contre-pouvoir pourra-t-il se faire entendre? On en parle ce matin. Et ce matin également, la situation sécuritaire dans les cascades. Ce début du mois d'octobre 2021, au moins 2 soldats tués dans l'explosion d'un engin artisanal dans la région de Mangodara, près de la frontière ivoirienne. Une attaque qui allonge la liste des attaques terroristes désormais dans les cascades qui jusque-là, jusqu'à une certaine date récente, étaient moins épargnées par les terroristes. Faut-il craindre un maillage du territoire au risque que l'étau se resserre autour des 2 grandes villes comme Bobo ou Ouagadougou? Sommes-nous en train d'être dépassés par les activités des groupes terroristes? On en débat ce matin. Et ce matin, rien ne va plus entre la France et le Mali. Le ton ne cesse de monter entre les 2 pays. Dernière colère en date, celle du président français Emmanuel Macron, qui qualifie de honte les propos du Premier ministre malien portant sur l'abandon par Paris. Comment comprendre l'attitude des Français face à un pays souverain et partenaire? Cette posture infantilisante contre un pays indépendant peut-il justifier la réaction aux propos du Premier ministre malien? Qu'est-ce qui peut justifier une telle colère? Réponse avec nos invités. Et nos invités, c'est d'abord Albert Nagrego, directeur de publication de Livre Info, un site d'information en ligne et analyste politique. Bonjour Albert. Bonjour Fousseni. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité à Débat de presse, Abdoulaye Bari, journaliste indépendant, analyste politique. Bonjour Bari. Bonjour Fousseni, bonjour mesdames, messieurs. Merci d'être là pour la discussion. Et troisième invité à Débat de presse ce matin, Bourema Ouedraogo, directeur de publication du journal d'investigation Les Reporters, analyste politique. Bonjour Bourema. Bonjour Fousseni, bonjour à tous. Merci d'être là pour le débat. Bourema, on va commencer avec le dialogue politique au Burkina Faso. On l'a vu, c'est devenu désormais une constance entre la majorité et l'opposition politique de se retrouver et de s'accorder souvent sur un certain nombre de choses, alors que l'opposition doit être un contre-pouvoir qui doit pouvoir être une force de proposition d'idées nouvelles, mais aussi un contre-pouvoir pour contrebalancer ce qui est fait sur le terrain. On ne va pas revenir sur un peu le format de ce dialogue, mais c'est de se demander est-ce que les points discutés étaient pertinents? Est-ce que les points discutés étaient pertinents? Peut-être, je ne sais pas trop, mais dans tous les cas, effectivement, on est en train d'avancer vers un processus électoral et il était de bon ton, effectivement, que les acteurs puissent se parler. J'ai toujours dit que ce dialogue politique-là, c'est vrai, vous dites de ne pas revenir dans le format, mais ce dialogue politique n'en est pas un. C'est juste de temps en temps que les 2 camps opposés se retrouvent. En réalité, on a comme l'impression que fondamentalement, rien ne les oppose, sauf qu'il y a une partie qui est au pouvoir et l'autre est dans l'opposition. Sinon, du point de vue conception de la politique, du point de vue proposition, du point de vue alternative, capacité de portage d'alternatives nouvelles pour le Burkina Faso, ni l'opposition, ni la majorité, en tout cas, ne semble proposer quelque chose. On ne voit rien de concret dans ce sens. Donc, c'est des acteurs qui ont
qui ont été formés dans la même moule, qui ont pratiquement la même conception de la politique, qui croient qu'au nom des élections et du tout, on peut se permettre tout. Le pays peut se saigner pour organiser des élections, le pays peut se saigner pour prendre en charge des politiciens, le pays peut se saigner pour tout, les restes, ils s'en foutent éperdument. Pour vous, c'est un deal? C'est un deal, en fait, politique, et on se retrouve. La preuve en est que quand ils se retrouvent, généralement, tout ce qui les permet d'aller aux élections, ils tombent d'accord. Et quand il y a des bisbilles, il y a quelque part quelqu'un qui trouve qu'il est lésé. En dehors de ça, ce n'est pas parce qu'il y a un problème par rapport à l'intérêt général qu'ils sont en querelle. Sinon, comment comprendre que dans ce dialogue politique d'où on vient de sortir, si les questions de sécurité, il y a une sorte d'unanimité parce que tout le monde, apparemment la majorité a réussi à convaincre l'opposition que beaucoup de choses sont faites et qu'on est sur la bonne voie. Sauf que nous, en tant qu'observateurs, on a du mal justement à percevoir les avancées significatives. Bien au contraire, on voit que le pays est en train d'être cerné de toutes parts au niveau de ses frontières. Donc on se demande comment effectivement l'opposition qui a organisé une marche à un moment donné, quand l'opinion publique était contre effectivement l'action du gouvernement par rapport à la lutte contre le terrorisme, c'est dit aujourd'hui satisfait alors qu'on n'a pas grand-chose. Sauf si on ne nous a pas tout dit. Et s'il y a des choses à dire aussi, je crois que ce n'est pas à l'opposition seulement qu'il faut dire, il faut dire à l'opinion, parce que les vrais mandants de ceux qui détiennent le pouvoir, ce n'est pas l'opposition, bien au contraire, c'est seul le peuple, et il faut dire au peuple effectivement ce qui est fait. Deuxième chose, et revenant au processus électoral, on a vu que les propositions que les uns et les autres font, quand on a comme l'impression que pour l'opposition dit il faut organiser des élections, les élections du maire au suffrage universel, mais pas un scrutin de liste. C'est-à-dire qu'il faut avoir des urnes et des bulletins pour les candidats au poste de maire, des urnes et des bulletins pour les candidats au poste de conseiller municipal. Sauf que quand on rentre dans cette procédure, c'est le budget de l'élection qu'on double pratiquement, c'est beaucoup d'investissement pour les pays. Et je crois que les politiques doivent avoir un peu pitié de ces pays-là, qui souffrent depuis 6 ans pour faire face aux questions existentielles comme la sécurité. Et même pour l'application, la majorité estime qu'il faut ça pour 2022 et l'opposition... Mais ça montre à quel point... parle de 2027. Bon, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts. En fait, ils font des propositions pour lesquelles eux-mêmes ils ne sont pas prêts. Et moi, je ne vois pas quel est l'intérêt, effectivement, de dire qu'on fait une telle proposition et on la reporte à 2027 au lieu de 2022. Sans se référer à l'organe qui organise les élections pour savoir si elle est prête, elle peut organiser les élections en 2022. Si c'est un nouveau format ou ça ne peut pas. Je crois que les indiscrétions qu'on a, on a un peu du côté de la CENI, même s'il faut repousser de quelques échéances, la CENI a véritablement les moyens techniques de tenir les élections nouveau format en 2022. Abdoulaye Bari, votre réaction sur ce dialogue politique majorité opposition politique au Burkina? Enfin, à mon avis, le dialogue politique, à mon avis, vise donc à aller vers des élections apaisées et consensuelles. Donc c'est là où j'ai eu à dire ici sur ce plateau qu'il faut saluer l'esprit du Burkina et des Burkinabés. Parce que dans cette région, devenue désormais un foyer incandescent de toutes les contestations avec ce que ça peut comporter des conséquences graves en termes de crise post-électorale, en termes de mort, il faut saluer l'esprit des Burkinabés, de sa classe politique et puis du président de la République qui quand même est le garant de cette stabilité et de cet équilibre-là. C'est très important lorsqu'on essaie de comparer ça avec ce qui se passe ailleurs dans la sous-région. En tout cas, de mémoire de journaliste, je ne vois pas un pays dans la région, un seul, où on peut dire que dans la perspective des élections à venir, on va organiser un dialogue entre opposition et pouvoir pour s'entendre sur on va dire les clauses, avoir les règles du jeu pour arriver à une élection apaisée. Mais est-ce que ces règles ne sont pas déjà édictées par les textes? Non, je vais dire qu'ici, il s'agit d'un consensus. Il n'y a de démocratie que par le consensus. Et lorsque vous avez, comme ailleurs, un pouvoir qui est là, qui impose sa façon de voir, qui impose les règles du jeu, qui impose sa façon de réformer son fichier électoral, où l'opposition n'a pas droit à la parole, je dis souvent ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Et comme le dit le président Alpha Omar Konaré, la catastrophe n'est pas loin, que Dieu nous en préserve. Donc il faut saluer l'esprit de consensus, cette démarche consensuelle qui consiste donc à inviter l'opposition pour s'entendre sur les règles du jeu.
parce qu'il ne s'agit pas de discuter de comment on va diriger le Burkina Faso. Il ne s'agit pas d'un discours de politique générale sur les projets d'investissement, sur les grands enjeux de l'heure. Non, il s'agit de s'entendre sur les règles par rapport aux élections à venir. Il faut saluer ça. Effectivement, il est revenu un peu sur l'élection du maire donc au suffrage universel direct. Effectivement, selon la CENI, c'est possible si on venait à donner à l'institution 2 mois par exemple, il est possible pour la CENI de faire un travail technique pour que l'élection soit reportée de 2 mois. Mais il se trouve qu'il y a d'autres obstacles. Si vous reportez une élection qui est prévue en mai, pour 2 mois, vous rentrez donc dans la saison des pluies. Ce qui veut dire que ce n'est pas possible d'organiser, dans ce contexte particulier-là, une élection dans un pays comme le Burkina où les pluies sont abondantes dans beaucoup de régions. Mais qu'est-ce que ça implique, cette nouvelle formule d'élection au suffrage universel direct du maire, donc des différents maires? Ça va impliquer une réforme aussi, voilà, on va dire le logiciel donc pour le décompte à la fois des candidatures et puis voilà des fichiers et tout. Donc il y a une implication à ce niveau. Ça veut dire que ça va demander à former l'ensemble des acteurs au niveau technique pour qu'ils comprennent le nouvel outil parce que désormais il change fondamentalement. Mais sinon selon la CENI, 2 mois après ils peuvent régler la question. Mais il se trouve qu'aujourd'hui pour l'opposition il faut amener ça à 2027. Le pouvoir pense que c'est jouable. Mais je me dis que le président du Faso devrait rencontrer les acteurs dans les jours à venir aussi. Je n'ai pas d'informations, mais je me dis que vu l'esprit qui a prévalu par exemple en 2019 où les Burkinabés ont pu aller à une élection apaisée en 2020, il faut saluer cela. Je me dis que les acteurs politiques vont s'entendre aussi sur cette question. Surtout qu'à l'ouverture de la rencontre, le président s'est engagé à veiller sur la mise en œuvre des propositions consensuelles par le gouvernement. Albert, votre avis sur ce dialogue politique et les points discutés au cours de la rencontre? Bon, à mon avis, un dialogue, c'est toujours bon. Sauf que dans le cas du Burkina, surtout le dialogue politique, ça devient une routine. Et ce qui est déplorable, c'est qu'on a l'impression que les sujets ne volent pas haut. Les sujets de débat, ça ne vole pas haut. Ou encore, c'est l'opposition qui n'a pas le niveau qu'il faut pour être dans un pays comme le Burkina Faso aujourd'hui. Je le dis parce que quand vous regardez, moi ça m'étonne qu'en pareille circonstance où ça ne va pas du tout, l'opposition va à un dialogue où on sort pour dire qu'on a décidé de mettre en place une commission bipartite pour voir comment on peut élargir le financement des partis politiques à tout le monde, quand même. Encore qu'on dit oui, on a décidé de ne pas s'accuser mutuellement du terrorisme parce que c'est X qui dit que c'est l'autre qui fait du terrorisme ou c'est Y qui n'est pas fort devant le terrorisme. Est-ce que ça, c'est un niveau de débat dans le contexte actuel du Burkina? C'est déplorable. L'autre chose, je me pose bien la question. L'opposition est satisfaite aujourd'hui parce que Chérif Sy n'est plus au gouvernement et encore Ousseynou Compaoré n'est plus au gouvernement. Donc pour eux, la requête a été satisfaite. Donc on peut continuer. La lutte contre l'insécurité, ça va maintenant. Alors, parce que ça a été leur principale revendication et aujourd'hui ils sont très satisfaits. Ils disent que oui, on avait demandé le départ du ministre de la Défense, on l'a obtenu, on a demandé le départ du ministre de la Sécurité, on l'a obtenu. Mais moi je me pose bien la question, le président du Faso qui fait sa campagne, qui dit que le retour des déplacés internes fait partie de ses priorités. Et en mai 2021, on était à 1 400 000 déplacés internes. Ça veut dire qu'on ne régresse pas. Aujourd'hui, au lieu que l'opposition nous dise dans le dialogue politique, on exige un calendrier, un chronogramme de retour des déplacés internes dans leurs localités respectives. Non, ce qu'on trouve comme idée, c'est que l'élection municipale aura lieu et les personnes déplacées internes vont voter sur leur site d'accueil. C'est-à-dire, voilà comment on traite... C'est-à-dire qu'on entérine une situation. C'est-à-dire les personnes déplacées internes vont voter sur, dans leur localité d'accueil. Mais on ne se soucie pas de leur retour. Ça, c'est une question qui est quand même essentielle à mon avis. Et quand on va plus loin, il tranche que quand le Conseil d'État, le président du Faso et encore la CENI décideront à 3 mois des élections que dans ces zones on ne peut pas tenir des élections, on s'en tient à ça, mais c'est progressif. Si à un moment donné, on dit que oui, la situation sécuritaire s'est améliorée, on va déployer le matériel. C'est-à-dire, dans l'esprit des gens là, il n'y a rien d'autre que la politique, c'est les élections. Comment on fait pour gagner ces élections-là, remporter ces élections? Mais quand on va encore plus loin, la rentrée aujourd'hui, l'opposition n'en fait pas cas
Moi, j'aurais aimé être à la place de l'opposition qu'on demanderait au gouvernement ou à ce dialogue-là. Parce qu'ils ont invité le ministre de la Défense là-bas et le ministre de la Sécurité. On aurait aimé inviter le ministre de l'enseignement secondaire supérieur, le ministre de l'Éducation nationale de venir nous faire également le point de la situation aujourd'hui. Vous parlez de plus de 2000 écoles fermées. Quelle est la cartographie aujourd'hui? Et le ministre l'a si bien dit à Gawa que dans les régions Cascade et Sud-Ouest, il y a la menace encore que des écoles soient fermées pour cette année scolaire à cause de l'insécurité. Non, on parle comment dirais-je, des élections municipales, et puis on revient, on est tout content. Bon, si à un moment donné ça ne tient pas, on n'a pas de sujet, mieux vaut arrêter. Et ce qui est marrant, c'est que c'est encore ridicule aussi. Parce que vous n'imaginez pas comment la communauté internationale suit un dialogue politique au Burkina. Barry l'a dit tout à l'heure, c'est un exemple de la classe politique burkinabé. Donc cet exemple inspire également vos experts internationaux ou bien vos chancelleries ou quoi que ce soit. Mais des gens vont dire, attends, on va suivre le dialogue politique, on va voir les conclusions, qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on dit. Et quand on suit le dialogue politique, les conclusions qu'on sort après, c'est pour dire, oui, on a mis en place un comité bipartite pour réfléchir sur comment on partage l'assiette fiscale de choses financières entre les partis politiques. Aujourd'hui, on aurait dû dire, pour des raisons d'insécurité, on décide même de suspendre cette affaire de financement des partis politiques là jusqu'à un nouvel ordre. Maintenant, on est beaucoup plus préoccupé par ce qu'on va gagner dans ce financement. Bon, je ne sais pas, moi je trouve que c'est l'opposition véritablement qui n'est pas à la hauteur de la situation. Bourema, c'est votre avis également que l'opposition ne mérite pas peut-être le niveau du débat auquel on est arrivé? Mais je crois que l'opposition est à l'image de la majorité. C'est ça, la majorité qui profite. Non, en fait, c'est que la majorité, justement, si l'opposition qu'on a, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est les mêmes acteurs politiques. Ce qui fait la différence, c'est que les uns sont au pouvoir et les autres n'y sont pas du tout. Et voudraient y être. À défaut, partager le peu que le pouvoir peut donner. C'est ça le deal, en fait. Donc, on se retrouve dans une situation où on a des acteurs... Excusez-moi, c'est dommage vraiment pour les Burkinabés. Et ça, j'interpelle l'ensemble de la communauté nationale. Si ce sont ces acteurs-là qui animent notre scène politique, c'est notre responsabilité collective à tous. Ça veut dire qu'on a failli. C'est qu'on voit si la scène politique est vraiment pitoyable. Parce que, en fait, tu ne peux pas avoir un dialogue politique entre l'opposition et la majorité dans un contexte comme celui du Burkina. Et Albert l'a dit au moment de la rentrée. Et que, en fait, on ne parle que des questions électoralistes et de financement. Mais on parle par exemple de la fermeture du lycée Philippe Zinda Kaboré et à l'ouverture, par exemple, la session, deuxième session de l'année de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée l'a dit, ils vont écouter le ministre de l'Éducation, par exemple. Là, c'est un autre cadre. C'est une institution comme l'Assemblée, qui est une institution de représentation du peuple, qui a décidé effectivement, en tant qu'institution, d'interpeller le gouvernement sur un certain nombre de situations. C'est différent effectivement de la classe politique qui va s'asseoir, qui devrait en tout cas faire preuve, qui devrait montrer qu'ils ont des projets pour ce peuple, ils ont des projets pour ce pays. Mais là, on ne voit rien. En fait, on a comme l'impression que, comme Albert l'a dit, on est dans une situation de routine, il y a un dialogue, ou du moins, il y a une échéance électorale qui se profile. Et comme d'habitude, il faut que la classe politique se rencontre. Ils se sont rencontrés. Et on a discuté d'élections. Mais il y a plus grave. Il y en a même qui sont allés jusqu'à demander qu'on puisse surseoir au procès en cours et pour régler la question des exilés et régler des questions électoralistes. Mais c'est pitoyable, comme dans un pays comme le Burkina Faso, où on parle, les gens disent au nom de la réconciliation nationale, il faut surseoir à tous les procès qui impliquent des acteurs politiques. Mais et les autres Burkinabés qu'on juge tous les jours, et ils sont des sous-hommes. C'est là tout, quand on suit de telles discussions, pour des gens qui ont la prétention de vouloir gouverner ce pays, je crois qu'il y a un problème et les Burkinabés sont interpellés. Si on doit continuer effectivement à accepter qu'une telle classe politique porte notre destin, il ne faut pas qu'on soit surpris que le pays soit cerné de toutes parts. Abdoulaye Barry. Mon ami Bourema est très sévère, mais on est obligé de reconnaître quand même qu'on est face à la légitimité populaire. Quelle que soit la pertinence de nos idées, ça n'a pas d'impact sur la légitimité. On a un président de la République qui a été élu donc à 60%. Donc la légitimité y est. On a aussi une opposition qui est là, bon an mal an, qui a un certain nombre de députés et en fonction, donc, conformément donc aux règles républicaines, aux lois de la démocratie, qui s'opposent. On n'est pas en face actuellement d'une cohabitation
où on a un projet commun de gouvernement, ou un projet commun de gouvernement. On a un pouvoir qui a été élu qui gouverne, comme il peut. On a une opposition dont le rôle est de s'opposer en tant que contre-pouvoir. Elle le fait comme elle le fait. Et la dernière fois, on a vu, après les événements de Solhan, on a vu que l'opposition est montrée au créneau pour demander la démission d'un certain nombre d'acteurs. Mais est-ce que là, ce n'est pas la rue, certainement, ou peut-être l'opinion... C'est une opinion déjà révoltée. Non, mais je veux dire qu'au fait, on n'a pas de baromètre pour justifier ça. L'opposition, en tant qu'institution, est montée au créneau pour exiger la démission d'un certain nombre d'acteurs, notamment le Premier ministre. Donc je dis, elle est dans son rôle démocratique de s'opposer, d'être un contre-pouvoir. Parce qu'on n'est pas dans le cas... Il n'y a pas de cohabitation au Burkina, il n'y a pas de projet commun de gouvernement. Donc je veux dire, le gouvernement n'a pas invité, par exemple, l'opposition pour demander ses idées, comment on va faire pour construire une route qui passe de Ouaïguia jusqu'à Djibo. Ce n'est pas son problème. L'opposition, son rôle, c'est de s'opposer, et le gouvernement a comme rôle de gouverner. Mais maintenant, il se trouve qu'ici, ce pourquoi l'opposition et la majorité se sont retrouvés, c'est un certain nombre de questions, on va dire un peu transversales, qui touchent aux deux entités, notamment la question des élections. Et je trouve que c'est une excellente idée, et le Burkina est un exemple en la matière, qu'on retrouve dans un pays qui a une démocratie, on va dire, balbutiante, où le président du Faso instruit la majorité, demande à l'opposition, venez parler des règles de jeu concernant les élections. Parce que l'avantage, c'est quoi? Ça permet d'assurer un certain équilibre, ça permet de garantir la stabilité. Je le dis, beaucoup de pays dans la sous-région ont sombré parce qu'il y a eu une crise post-électorale. Et le Burkina, en 2020, on a vu comment les élections se sont passées. Même s'il y a beaucoup de choses à dire, c'est que la démarche, elle a été, depuis 2019, une démarche consensuelle. On ne peut pas ne pas saluer ça. Mais maintenant, quant aux éléments de gouvernance, il revient au gouvernement en tant qu'exécutif, avec toute sa légitimité, d'apporter ce qu'il peut apporter en termes de réponse aux défis qui accablent les Burkinabés. Et si l'opposition fait une omerta sur ces questions, comment on doit pouvoir... Lorsque vous prenez... Non, l'opposition, au débat, par exemple, l'opposition est partie. Elle a échangé, par exemple, avec le ministre de la Sécurité et celui de la Défense, délégué à la Défense. Évidemment, on ne va pas rentrer dans des éléments stratégiques. Les ministres, ils ne vont pas donner ça. Ils vont dire, voilà la situation. Parce que cette question de la sécurité nationale aussi demande l'implication de tous. Donc c'est pour cela que je dis, il y a des questions qui sont un peu transversales, qui demandent que tout le monde intervienne. Et c'est à ce titre que le ministre en charge de la Défense, le ministre de la Sécurité ont exposé un peu la situation à l'opposition, l'opposition en tant qu'institution républicaine. Donc je ne pense pas qu'on soit dans une dynamique où on demande à l'opposition de venir donner son point de vue sur une gouvernance bien donnée. On n'est pas dans ce cas parce que ce n'est pas une cohabitation, ce n'est pas un gouvernement, un programme commun de gouvernement. Donc pour vous, c'est le pouvoir qui donne le ton de la musique. Albert Nagué. Moi, je ne suis pas peut-être plutôt dans ce que Barry parle de cohabitation, mais je me dis toujours qu'il y a des questions qui sont légitimes. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir un cadre de dialogue sans poser ces questions-là. Attends, si vous partez faire le dialogue aujourd'hui et que vous voulez que les Burkinabés vous suivent, mais il faut parler de ce qui intéresse les Burkinabés. Votre élection, si on veut, on la tient en 2022. Si on veut, on la repousse encore. Ça, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, ces questions-là sont légitimes. La question, par exemple, des vies chères aujourd'hui, comment on réduit le prix des produits aujourd'hui, il faut poser le débat. Le ministre du Commerce est allé au CEFOP s'entretenir avec le chef de file de l'opposition. C'est parce qu'il juge que le CEFOP, c'est quand même intéressant d'aller leur expliquer pourquoi aujourd'hui on subit cette flambée-là. Mais si l'opposition a aujourd'hui l'occasion de discuter avec la majorité et le chef de l'État va venir clôturer les travaux, mais il faut poser le débat. Aujourd'hui, quand on parle des questions d'ouverture des frontières, on nous dira que oui, c'est une décision de l'UEMOA. C'est une décision de l'UEMOA, mais chaque pays aussi est souverain. Il peut également peser dans la balance. Et le chef de l'État aujourd'hui, c'est le président en exercice de l'UEMOA, je crois bien. Donc, c'est des questions qu'il faut poser. Ça, c'est clair. Votre question des élections peut venir également. Et je crois qu'à l'ouverture des travaux, c'est ce que l'opposition a tenté de faire savoir aux gens, même s'ils sont passés à côté de la plaque, parce qu'ils ont dit que la question principale, c'est la sécurité, réconciliation, élection. Donc ça veut dire qu'à l'ordre du jour, on pouvait encore greffer d'autres sujets. Mais non, on allait parler des sujets qui n'intéressent pas forcément aux Burkinabés. Quand on parle des retours des exilés politiques, on en a combien?
Si on enlève Blaise Compaoré et Yacouba Isaac Zida, où le président s'engage à travailler pour permettre leur retour. Quand on enlève les deux, il reste combien? Salif Lamoussa Kaboré, qui, après avoir bénéficié d'une liberté provisoire, a pris on va dire, s'est retrouvé en Côte d'Ivoire encore. René Émile Kaboré. Après, ils sont recherchés. Bon, voilà. Bon, citez-moi encore d'autres noms, je ne vois pas. Je ne vois pas d'autres noms véritablement qui posent problème aujourd'hui. Donc le vrai problème, ce n'est pas la question de réconciliation que l'opposition doit aller débattre. Bien au contraire, c'est un projet, c'est un programme du président Kaboré. Il a nommé un ministre d'État chargé de la réconciliation nationale. Il est en charge de conduire la réconciliation et le reste là, l'opposition apporte sa contradiction là où les Burkinabés attendent de plus, là où les Burkinabés veulent. Il faut être une voix pour les peuples burkinabés et non pas aller faire des arrangements politiques. Quoi. Oui. Non, Bari, on n'est pas en train de rejeter le format du dialogue politique en lui-même. Mais on est en train de dire que si le dialogue politique, on ne lui donne pas du contenu qui est un intérêt pour les Burkinabés, en fait, il ne sert à rien du tout. Parce qu'en fait, ce qui nous est donné de voir, c'est qu'on a comme l'impression que la majorité a essayé quelque chose, elle a vu qu'en face, en fait, les gens n'apportent rien et ne sont pas capables effectivement d'apporter autre chose. Donc on continue, on en a fait une routine. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est quoi? Avec les derniers dialogues politiques, c'est quoi? C'est que on a comme l'impression que les sentiments qu'on a en tant que citoyens, c'est que ces acteurs qui sont censés concourir à nos voix aux prochaines élections ne se préoccupent même pas de savoir si on se sent bien pour aller aux élections. Ce qui les intéresse, c'est comment on va créer les conditions pour qu'on vienne voter. C'est ça qui nous dérange un peu. Et qu'on dit qu'il y a des préoccupations qui sont des préoccupations réelles aujourd'hui pour les Burkinabés et qui n'est pas, on ne peut pas comprendre que ceux qui animent la scène politique, qui font des déclarations de gauche à droite, viennent s'asseoir ensemble et qu'ils ont la chance que le président du Faso s'est engagé à mettre en œuvre leurs recommandations, ne sont pas parvenus à poser des questions essentielles. C'est ce qu'on reproche à ce dialogue politique. Parce que la question des élections municipales de 2022, c'est vrai, c'est important pour tout le monde. Mais est-ce qu'elle est plus importante, elle est plus urgente que le quotidien des Burkinabés, à commencer par l'école qui vient de démarrer, à commencer à la flambée des prix. La flambée des prix, la question de sécurité avec de nouveaux foyers. Est-ce qu'on peut aller parler des élections quand on se rend compte que les circonscriptions électorales même risquent de se réduire davantage avec l'extension des foyers de conflit. C'est ce qu'on reproche à cette... Et en fait, pourquoi on parle de l'opposition? Parce qu'en fait, la majorité, c'est elle qui gère aujourd'hui. Donc, elle est comptable de toute la situation critique dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il appartient aux autres de dire, nous sommes d'accord pour venir au dialogue, mais il y a des questions de fond qu'il faut aussi qu'on pose. Il faut que vous nous expliquiez où vous en êtes avec telle ou telle question. Et que nous aussi, on puisse effectivement voir qu'est-ce qu'on peut apporter. C'est là où, dans le panier, c'est là tous les débats aujourd'hui par rapport à ce dialogue politique. Mais quand on vient encore s'asseoir pour parler de réconciliation nationale, pour dire qu'il faut des retours des exilés politiques, comme si au Burkina, on a, comme Albert l'a dit, on a des centaines de Burkinabés qui sont à l'extérieur pour des questions politiques. La plupart de ceux qu'ils appellent des exilés politiques, c'est des gens qui ont fui la justice, qui sont recherchés par la justice. Il n'y en a pas un seul qui n'est pas recherché par la justice. Où est le politique dedans? Il faut qu'on arrête aussi de nous instrumentaliser un certain nombre de choses, parce que quand on continue comme ça, c'est le Burkina qui va perdre. On va créer les conditions pour diviser davantage les Burkinabés. Or, en fait, il s'agit de questions de justice. Là, c'est pas l'autre. Et je termine sur ce point en disant que, en fait, si on veut que ce dialogue politique, effectivement, puisse inspirer d'autres, il faut qu'on arrive à faire en sorte que ce soit des débats consistants et qu'on ait des acteurs qui sont à la hauteur des défis. Malheureusement, vous dites que je suis sévère, mais le constat que j'ai fait, c'est que les acteurs sont loin d'être à la hauteur des défis. Oui, Bari, pour terminer sur ce sujet. Mon cher frère, au passage, je pense que je respecte et j'estime votre magnétique. Je me sens à l'aise avec vous, c'est pas sévère. Mais je vais juste dire ici, j'ai peur qu'on s'éloigne du sujet. Lorsque vous dites qu'il faut amener des sujets dans lesquels les Burkinabés peuvent trouver leurs intérêts,
je pense que c'est assez exagéré parce que vous avez plus de 50% de Burkinabés qui se mobilisent pour aller aux élections. Et ici, il s'agit des élections locales. On demande à la population d'aller choisir celui qui va apporter des réponses donc, à leur quotidien. Parce que dans le principe de subsidiarité, de la division des choses, le citoyen qui est dans son village là-bas, il a beaucoup plus intérêt avec le maire, le conseiller, que le président du Faso. Pas parce que le président du Faso ne lui apporte... Non, pas parce que... Je m'explique. Pas parce que le président du Faso ne lui apporte pas quelque chose, mais parce que lui, celui qui doit résoudre immédiatement, dans le cadre de la décentralisation, là, ces problèmes, c'est le maire, c'est pas le président du Faso. Donc, les élections, pour moi, les Burkinabés ont un intérêt vis-à-vis des élections. La question de la réconciliation nationale aujourd'hui est une question importante parce qu'on ne va pas se voiler la face, la cohésion sociale a été entamée à cause des récentes crises que le pays a véritablement connues. Donc, apporter une réponse, chercher à réconcilier les Burkinabés, pour moi, c'est une question essentielle qui touche à tout le monde. La question de la sécurité. Mais pour moi, si on dépasse ces sujets et on dit l'éducation nationale est de telle sorte, telle infrastructure ne marche pas, non, à mon avis, à ce niveau-là, il y a un gouvernement qui a été élu, c'est à lui de gouverner, c'est à lui d'exécuter son programme de société sur la base duquel il a été Ça élu. fait quand même 30 minutes qu'on discute de ce sujet. Permettez peut-être... Moi, je veux dire juste à Barry qu'on discute des élections municipales. Mais si le dialogue politique avait demandé le diagnostic de communes aujourd'hui, on allait se poser la question, est-ce que ces élections sont profitables aux populations des bases? Parce qu'il y a combien de communes aujourd'hui qui ont délocalisé? Vous allez trouver des conseils municipaux dans certaines parties du Burkina. Pratiquement tout le nord. Qui quittent, qui ne travaillent même plus dans la commune et qui sont désormais dans le chef-lieu de la région ou peut-être même à chef-lieu de province. On se pose pas la question, est-ce que les élections qu'on va organiser, est-ce qu'il n'y a pas de communes qu'on va perdre? On nous parle de là où on ne pourra pas tenir les élections, on va faire délégation spéciale. Au conseil régional du Nord, vous allez trouver qu'il y a un petit bureau que le président du conseil régional a aménagé pour une dizaine de maires qui ont fui leur commune. En fait, ça dit qu'on est en train de faire un débat, on dirait quelque chose. Oui, on permet à Albert de terminer. Une poignée de maires n'arrive pas à exercer. C'est pas une poignée quand même. Vous avez dit qu'une dizaine. Oui, je suis d'accord. Mais pour la raison je veux dire, il y a beaucoup de maires, effectivement, qui ont fui parce qu'il y a l'insécurité. Mais cela ne remet pas en cause la pertinence et l'importance d'une élection locale. C'est que les mairies sont fermées. Des mairies. Même la vie de conseiller municipal. D'accord. Albert terminé. Oui, Albert terminé rapidement. Les élections municipales à venir, on va avoir un engouement des gens qui veulent être des conseillers municipaux dans certaines zones du Burkina. Parce que vous avez vu le mandat passer, combien de conseillers municipaux ont perdu la vie dans cette affaire d'insécurité. Des gens qui ont des conseillers municipaux qu'on a enlevés certainement la nuit à domicile, ou des gens qui ont été victimes d'insécurité sur des routes. Donc aujourd'hui, il faut bien même se poser la question en fait, ceux qui seront candidats aux conseils municipaux, je tire le chapeau, ce serait quand même de courager dans certaines localités ou disons dans certaines régions du Burkina. Oui. Donc, fondamentalement, il faut se poser la question aujourd'hui, quel est l'état de la situation même pour aller d'abord aux élections municipales? Parce que vos élections, ça montre encore à quel point on dit que ce dialogue n'est pas profitable forcément à tous les Burkinabés. Parce que ceux qui se sont déplacés, qui sont aujourd'hui dans d'autres localités, ils ne parlent plus de leur commune. Les maires qui ont quitté peut-être leur commune, qui se retrouvent peut-être à Ouagadougou maintenant, qui gèrent les trucs par téléphone. Des électeurs pour la commune de Ouagadougou. Voilà. Donc, du coup, en fait, on se pose la question, si les déplacés internes doivent voter sur le site d'accueil, et les mairies qui sont peut-être délocalisées aujourd'hui vont rester les portes fermées encore, mais on voit où? Tout à fait. C'est véritablement le problème, quoi. Abdoulaye Barry, deuxième sujet de débat très rapidement, la situation sécuritaire dans les cascades. En début octobre, pour ne pas dire qu'il y a 2 jours, une mission de sécurisation a été la cible d'une attaque terroriste. Et depuis un moment, les cascades connaissent des attaques à répétition, notamment dans la région de Mangodara. Est-ce qu'il faut craindre, comme je l'ai dit tantôt, un maillage du territoire par les terroristes où on est dans une situation où l'État commence à se resserrer sur les 2 grands pôles comme Bobo et Ouaga? Non, je pense que ce nouveau front qui a été ouvert répond un peu à la philosophie des terroristes. Ça rentre un peu
dans leur stratégie, on va dire. Cette stratégie, c'est quoi? C'est de travailler à imposer une sorte d'étirement des forces de défense et de sécurité sur le terrain. C'est-à-dire, vous avez un foyer qui s'est ouvert dans un premier temps dans le nord du Burkina Faso et on a concentré les forces de défense et de sécurité au nord et à l'est, parce que l'option stratégique qui a été faite, c'était donc de subdiviser le Burkina donc en 3 théâtres d'opération. Notamment, on a donc la zone du nord, on a le théâtre donc du centre et l'est, et puis ensuite on a l'ouest et puis le sud. Maintenant, dans un premier temps, il faut reconnaître que les opérations étaient concentrées un peu plus avec Mdofu, à l'ouest, voilà, à l'est. Donc, aujourd'hui, pour un étirement des forces, les terroristes ont eu l'option stratégique donc d'aller attaquer loin des centres de concentration de ces forces, c'est-à-dire dans l'ouest, à la frontière, et avec la Côte d'Ivoire. Ceci répond également à un projet qui tient à cœur donc les terroristes qui répondent à des logiques transnationales, c'est-à-dire l'IGS. Parce qu'aujourd'hui, dans l'ouest du Burkina, c'est l'IGS qui a commencé donc à installer ses tentacules. L'État islamique au Grand Sahara. L'IGS. Je me trompe, c'est le GISIM, c'est le groupe de soutien à l'islam qui est beaucoup plus à travers la Katiba du Massina d'Amadou Koufa. Ils ont commencé donc à s'installer dans cette partie du Burkina. On est environ 2 ans, parce que vous savez, la première opération conjointe entre les forces du Burkina et de la Côte d'Ivoire ont eu lieu en mai 2020. Elle a permis, en tout cas selon la version officielle, de détruire certaines bases des terroristes. Mais je pense que selon les informations que j'ai, l'opération a un peu raté, on va dire, parce qu'il y a eu une fuite d'informations à travers un colonel, un officier donc de l'armée ivoirienne, où les terroristes ont eu l'information et ont fui. Mais c'est une fuite qui n'est pas volontaire, c'est une fuite involontaire. Donc ça a permis dans un premier temps aux terroristes donc de fuir. Mais il y a eu d'autres opérations, notamment la dernière opération conjointe entre les 2 pays a eu lieu en juin dernier. Elle a permis de détruire quelques bases des terroristes, mais il faut savoir qu'on est sur un terrain un peu complexe, notamment aujourd'hui, c'est une zone de forêt, et puis actuellement on est dans une saison de pluie où les opérations au niveau militaire se trouvent très très difficiles. Bien évidemment, il y a un élément qu'il faut noter, lorsque vous avez une armée qui s'est battue sur un vaste territoire pendant 5 ans, il y a l'essoufflement des forces, il y a la saturation des forces, c'est humain, on ne peut pas demander aux militaires de se battre 24 heures sur 24 sur tout le territoire. C'est très difficile, c'est humain. Maintenant, aujourd'hui, dans l'option stratégique, conformément à la nouvelle stratégie du Burkina dans la défense, il est question donc de renforcer les capacités humaines donc, des forces de défense et de sécurité, notamment avec le recrutement de 3000 militaires dans les jours à venir. Il y a aussi que dans la stratégie de la semaine prochaine, on devrait déployer des forces de sécurité intérieure dans cette zone pour donc appuyer les détachements qui y a à Mangoudara, des forces de sécurité intérieure, notamment le Garci, les forestiers, les gardes forestiers, et puis la gendarmerie et la douane pour renforcer les forces de défense dans cette zone-là. Donc il faut reconnaître aujourd'hui que 6 ans après, il y a un étirement des forces et la nouvelle stratégie certainement devrait permettre au Burkina d'avoir un nouveau souffle, notamment dans ce nouveau front qui s'ouvre à l'ouest et qui devrait aller au sud. Et Bourima, c'est inquiétant quand même cette progression inexorable du terrorisme au Burkina vers la région des Cascades, frontières ivoiriennes. Je crois que oui, c'est inquiétant, mais il faut noter aussi que c'est pas, en fait, peut-être que c'est pas un front aussi nouveau que ça, parce que si vous remarquez la première attaque vraiment contre la gendarmerie de Samorangwa, c'est pas loin. Oui. C'est à quelques dizaines de kilomètres de Mangoudara, même si c'est dans le Kénédougou. Ça veut dire que cette zone frontalière avec le Mali et la Côte d'Ivoire, effectivement, est depuis un peu longtemps quand même investie par ces groupes terroristes. Même si on a eu le sentiment qu'à un moment donné que c'était plus de forces dormantes que de forces combattantes. Et comme Barry l'a dit, en fait, il y a aussi cette
volonté d'étendre l'action sur les territoires ivoiriens aussi, et il ne peut pas avoir cette extension sans la partie malienne frontalière avec la Côte d'Ivoire et la partie burkinabé frontalière avec la Côte d'Ivoire. Donc, il y a déjà cette stratégie qui existait depuis longtemps. Et effectivement, certainement que les gens ont attendu, sur le plan stratégique, de dessouffler nos forces, effectivement, dans les autres zones, avant, effectivement, de reprendre de l'activisme dans cette zone, dans cette région des Cascades. Parce que si vous vous rappelez, il y a même dans la région du Sud-Ouest, il y a eu beaucoup d'incursions, même si ce n'est pas de façon permanente, il y a eu beaucoup d'incursions qui donnaient l'impression déjà que toute la bande ouest au sud, effectivement, n'était pas épargnée et qu'on avait effectivement des groupuscules qui avaient tendance à s'y installer. Malheureusement, on a comme l'impression, effectivement, avec la stratégie que nous avons, on a comme l'impression que l'initiative appartient aux terroristes et nous sommes dans la réaction sur le plan stratégique. Alors qu'il faut inverser la tendance, que nous prenions l'initiative et faire en sorte effectivement que nous les devancions dans les stratégies d'occupation du terrain. Si nous ne le faisons pas, effectivement, c'est eux qui auront toujours l'initiative et nous serons toujours en train de courir après. Alors si vous arrivez avant vous, c'est plus compliqué effectivement de pouvoir les déloger, compte tenu aussi, parce que cette zone est encore plus compliquée que les autres, parce que c'est des zones forestières. Et la Côte d'Ivoire, effectivement, n'étant pas, n'étant pas encore, en tout cas, dans la même situation que nous, je ne suis pas sûr qu'il y a autant d'investissement ou autant d'engagement, effectivement, à faire en sorte qu'on puisse avoir une implication des deux pays pour pouvoir les déloger le long de la frontière. Oui, Albert. Oui, bon, en fait, ce n'est pas nouveau. Hein. On savait déjà que la situation est en train de progresser vers d'autres régions du Burkina. Et je crois que, comme Barry le disait, l'opération conjointe entre les forces ivoiriennes et burkinabé en mai 2020. Mais après ça, il y a une autre opération récente qui a même regroupé les trois pays, le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Je crois que c'était l'opération Tourbillon Vert. Et donc ça aussi, ils ont bien dit que c'était pour sécuriser les populations, rassurer les populations des menaces déjà qui étaient dans la zone. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est très rapidement travailler sur les populations pour que les populations ne soient pas suffisamment endoctrinées comme ce qu'on a vu dans d'autres régions et éviter la peur au niveau des populations pour que la population soit véritablement un allié, une force dans la collaboration, dans la dénonciation, parce que c'est une zone également forestière, donc ça va faire la particularité avec la région de l'Est ou centre-Est ou encore centre-Nord. Mais l'avantage aussi dans cette partie, c'est qu'on a l'impression que la Côte d'Ivoire et le Burkina collaborent très bien déjà depuis 2 ou 3 ans, parce que quand on voit les différents voyages entre les des défenses de la Côte d'Ivoire et du Burkina, quand on voit également les opérations entre le chef d'état-major de l'armée du Burkina et puis celui de la Côte d'Ivoire également, les différentes visites, on sent que ça bouge très bien entre ces deux pays. Et une fois, je crois que c'était à Abidjan, lors du traité d'amitié et de coopération, on a échangé avec les autorités ivoiriennes et puis burkinabé qui montraient que il y a une complémentarité, parce qu'apparemment la Côte d'Ivoire a une bonne flotte aérienne qui sert beaucoup. Et le Burkina également devrait avoir aussi sa spécialité au niveau de l'armée de terre, parce que on a dû comprendre que plusieurs fois la Côte d'Ivoire apportait des moyens aériens et le Burkina c'était au niveau de puissance feu, le feu, et donc ça marche très bien entre les deux pays. Donc je pense que si ça s'est renforcé plus le côté malien, cette zone-là, très rapidement, on peut circonscrire encore le danger comparativement à d'autres régions du Burkina. Mais il faut accepter que c'est une dynamique parce que aujourd'hui, tous les experts vous diront que la menace est en train d'aller vers les pays côtiers, notamment le Ghana, le Togo et puis la Côte d'Ivoire et même le Bénin, c'est pas exclu également. Donc c'est une dynamique des groupes armés terroristes. Et je pense que ces pays côtiers aussi sont suffisamment prêts parce que quand on les écoute également en termes de renseignement, en termes de formation, et ils sont prêts. Il n'y a pas longtemps, je parlais ici d'initiative d'Accra, qui est une initiative également qui regroupait ces pays côtiers en termes d'échange, de renseignements, en termes également d'apport financier qui est purement propre à chaque État. On n'attend pas que ce soit l'Arabie Saoudite ou l'Union européenne qui vient mettre la main dans la poche pour pouvoir financer les armées. Donc je pense que pour ce qui concerne ces pays côtiers-là, avec le Burkina, si très rapidement chacun s'y prend, on peut circonscrire l'insécurité dans ces zones-là. Oui, Barry, donc la peine n'est pas perdue. Alors non, on n'ose pas le dire. Enfin, je rebondis sur les opérations conjointes donc, au niveau entre la Côte d'Ivoire et le Burkina parce qu'il y a plusieurs types de réponses. Il y a donc les réponses conjointes entre les deux pays. Donc, c'est moins une complémentarité
qu'une stratégie qui vise donc à prendre en tenaille donc les terroristes. Parce que vous avez le nord de la Côte d'Ivoire où les terroristes ont commencé à faire des incursions. Vous avez donc l'ouest du Burkina où ils ont commencé à s'installer. Donc il s'agit beaucoup plus aujourd'hui de prendre les terroristes en tenaille que de se compléter dans une action opérationnelle. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina est assez indépendant, notamment au niveau de l'appui aérien. Avec, on va pas donner le nom ici, ce n'est pas le lieu de dévoiler tout ça. Mais je veux dire que le Burkina est aujourd'hui assez autonome en matière de volet aérien. Mais la philosophie consiste donc à prendre en tenaille donc les terroristes, c'est-à-dire le nord de la Côte d'Ivoire où ils font des incursions et l'ouest du Burkina où ils ont commencé à s'installer. Il y a des opérations qui sont menées donc par les forces de défense, notamment récemment. On sait que le chef d'état-major de l'armée de terre y était. Il y a eu des grandes opérations dans la région, mais aussi, comme je l'ai dit, il y a un détachement à Mangoudara qui tente donc d'empêcher l'installation de ces groupes terroristes dans les forêts. Et la nouvelle stratégie qui devrait être mise en œuvre dans les jours à venir devrait renforcer le dispositif donc du Burkina Faso pour lui permettre donc de faire face à ce défi important. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas oublier que ça fait 6 ans que cette guerre-là dure. On a un essoufflement, on a un étirement donc des forces sur le terrain, c'est humain. Mais la nouvelle stratégie donc devrait permettre de donner du nouveau souffle aux forces de défense et de sécurité, vu qu'elle doit impliquer beaucoup d'autres acteurs, notamment la population, notamment le niveau diplomatique, le niveau de la communication. Je pense qu'on peut beaucoup fonder de l'espoir sur la nouvelle stratégie qui sera mise en œuvre dans les jours à venir. Donc on va s'arrêter sur cet espoir et passer au Mali, le troisième sujet de débat ce matin, Albert Nagrego, où entre la France et le Mali, le ton ne cesse de monter. Dernière grogne en date, celle du président Emmanuel Macron qui qualifie de honte les propos du Premier ministre Choguel Maïga portant sur l'abandon par Paris. Ici, on a comme l'impression que les mots ont été durs, les mots ont été sévères, les mots, à la limite, pour certains observateurs, ont été infantilisants. Oui, de la part du président français Macron, je pense que ça ne devrait pas venir de lui quand même. Mais dans tous les cas, je pense qu'il perd la face. Je pèse mes mots. Il perd la face dans cette situation parce que de plus en plus à Bamako, Assimi Goïta ne parle pas trop. Peut-être que c'est le bon militaire qui veut garder le mutisme. Mais on voit que son Premier ministre parle beaucoup et puis son ministre de la Défense également continue de recevoir ses homologues français. Je veux parler de Florence Parly. Oui. Ce qui est aussi à noter, c'est lors de cette visite, on a vu que Florence Parly a effectivement été reçue par Sadio Camara, alors qu'elle n'a pas été reçue par Assimi Goïta. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans le protocole. À Niamey, à la veille, pourtant, elle a été bien reçue par le ministre de la Défense du Niger. Ensuite, elle a été reçue par le président Bazoum, tout. Donc, on peut se dire qu'au Mali, c'est véritablement ce que vous dites, c'est tendu. Et moi, je pense qu'ici, la France peut-être doit revoir sa position parce que le cas malien devient de plus en plus exceptionnel. Je le dis parce que c'est l'une des rares fois où on voit tout le peuple, si je peux le dire ainsi, en attendant que peut-être d'autres voix me contredisent, quand on voit le peuple qui manifeste son engouement, son soutien aux autorités de la transition, cette transition d'ailleurs que le président Macron trouve que démocratiquement elle est nulle, mais on voit par exemple la plus grande centrale syndicale, ce n'est pas quand même une centrale qui est née peut-être il y a quelques années, c'est depuis 1963, qui sort ouvertement, qui prend position, qui dit à la CEDEAO, le Niger et la France de ne pas se mêler de ce qui se passe au Niger et au Mali et que les Maliens sont souverains, ils décident de ce qu'ils doivent faire. Après, on voit des jeunes de la société civile, on me dira que c'est des jeunes peut-être manipulés, mais qui sortent, qui portent la voix quand même, qui soutiennent encore les autorités maliennes. Le Premier ministre ne démord pas dans son discours, son message, il est clair. Et à côté, on a des leaders religieux comme le chef de Niro, par exemple, qui également demande à la CEDEAO de ne pas se mixer dans le calendrier électoral de Mali. C'est quand même des soutiens importants pour le Mali. Et je pense que les Maliens, actuellement, on a l'impression qu'ils sont soudés, ils sont véritablement en rang serré contre ce qui est en train de se passer. Bon, on comprend quelque part aussi leur colère, parce que moi, quand on regarde un peu, vous savez très bien que les Français ont donné leur agenda de retrait. Ils vont quitter Tessalit, ils vont quitter également Tombouctou, ils vont quitter Kidal pour se replier sur Gao et organiser leur départ. Aujourd'hui, on sait que c'est des zones névralgiques aujourd'hui du terrorisme au Mali. Alors, si ces zones, avec la France, sa puissance, quittent
qui finalement, pour prendre la relève, on va me dire l'armée malienne. Mais il faut qu'on soit d'accord que l'armée malienne, elle seule aujourd'hui, ne peut pas suffisamment gérer cette partie-là, parce que c'est une partie qui est quand même très sensible, une zone rouge qui a besoin suffisamment de moyens techniques, des renseignements véritablement huilés, des moyens aériens réellement pour faire face à la situation. Donc je pense que la France, c'est de réconcilier sa position, et puis bon, parce que personne ne sort gagnant dans cette affaire. Que ce soit le Mali, que ce soit la France, que ce soit les pays voisins également, ou le G5 Sahel de façon générale, personne ne sort gagnant. Mais la personne, ou du moins le pays qui devrait réconcilier sa position, je pense bien que c'est la France, parce qu'elle sait déjà qu'elle est dos au mur avec ce sentiment en griffe anti-français qui naît au Mali et qui continue de grimper, et une population qui n'hésite pas à soutenir ses autorités. Oui, Abdoulaye Bari, est-ce que les raisons de la colère que évoque Albert peut-être peut aussi être adjoint par cette annonce de collaboration entre le Mali et la société russe de sécurité privée Wagner? Est-ce que c'est suffisant pour amener les Français à sortir hors d'eux? Enfin, c'est aux Français de dire s'ils sont. Mais enfin, je pense que effectivement, on est aujourd'hui, on va dire que la crise entre Bamako et Paris a atteint le summum. Hein. On est dans la limite des invectives, c'est-à-dire, je pense que après le discours du Premier ministre Choguel Maïga à l'ONU, où je pense qu'il n'y a pas eu d'injure de la part du Premier ministre malien. Il a évidemment dressé la situation qui est quand même, quoi qu'on dise, il y a une impasse sécuritaire au Mali 8 ans, 9 ans après l'intervention des forces internationales. Ce qu'il a essayé Évidemment, lorsqu'il dit que la France a abandonné le Mali en plein vol, il y a une part de vérité, même si les Français ne veulent pas l'entendre. Selon la version officielle des Français, ça s'est fait par concertation. Non, il n'y a pas eu de concertation. Lors du sommet de N'Djamena, le sommet du G5, à N'Djamena, la France a informé les dirigeants du Sahel qu'elle va revoir son dispositif au Sahel. Donc il n'y a pas eu de discussion pour s'entendre. Et mieux, après ce sommet, le dernier sommet qui a eu lieu donc par visioconférence, les indiscrétions qui sortent de ce sommet à huis clos, le colonel Assimi Goïta a demandé à la France, notamment Emmanuel Macron, qui donc participait au sommet par visioconférence, que cette option n'était pas une bonne option pour le défi sécuritaire donc, au Sahel. Mais malheureusement, Emmanuel Macron est resté sur sa position. Et donc, il s'agit de redimensionner la force Barkhane au Sahel, ce qui n'arrange pas forcément le Mali. Mais aujourd'hui, la question est tout autre. Vous parlez de Wagner. Donc, ici, on a une dimension géopolitique parce qu'aujourd'hui, le Mali, on va dire que le Mali est pris en tenaille dans ses rivalités de puissance. La Russie, c'est l'ennemi juré de la France et des États-Unis sur la scène internationale. Aujourd'hui, que le Mali veille se retourner, c'est son partenaire historique qui est la Russie, parce que n'oublions pas, entre 1960 et 1968, la Russie, avec le président Modibo Keïta, donc la Russie était la principale partenaire du Mali. À l'époque, c'était l'Union soviétique. Oui, donc en termes de formation de ses militaires, de ses cadres, vous voyez aujourd'hui sur la scène politique malienne, le Premier ministre Choguel Maïga a été formé en Russie, Sadio Camara a été formé en Russie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants maliens qui sont en train d'être formés en Russie et même des militaires maliens qui sont en train d'être formés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, cette brouille intervient à un moment où la France, il ne faut pas qu'on ait peur des mots, est rejetée un peu partout par la population au Mali, par les autorités maliennes et un peu partout dans la sous-région. Moi, mon avis aujourd'hui, si le Mali décide de faire une option stratégique, de tendre la main à un autre partenaire, Wagner ou la Russie, la France dit et qu'aujourd'hui, son action sur le terrain n'est pas compatible avec l'arrivée de Wagner. Pour moi, il n'y a pas de brouille, il faut se retirer. Et si on se retire et que la situation n'est pas bonne, on va accuser le Mali. Et si la France se retire et que demain, le Mali, grâce à la Russie, et je pense que Vladimir Poutine, tel qu'on le connaît, va appuyer ces forces-là sur le terrain. Si le Mali venait donc à apporter une réponse à son défi sécuritaire, en ce moment, ce n'est pas Wagner qui est le problème, mais c'est plutôt la France qui est le problème. Mais je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui dire
dire à un État souverain qu'il n'a pas le droit de signer un partenaire avec un partenaire pour donc assurer sa sécurité. La priorité des Maliens, c'est leur sécurité, c'est la défense du territoire national. On a déployé des milliers de forces pendant 8 ans. Il n'y a pas de réponse adéquate. Aujourd'hui, le Mali pense qu'il est temps de chercher à voir avec d'autres partenaires. C'est légitime parce que c'est humain. Bourima. Oui, comme l'a dit Barry, on peut discuter effectivement des choix des autorités maliennes d'aller vers un autre partenaire. On peut même douter du partenaire. On peut même aller jusqu'à spéculer. En s'inspirant d'autres cas, certains parlent de Centrafrique, mais beaucoup parlent de ce qu'ils ne savent pas. Parce qu'effectivement, pour beaucoup de gens qui sont allés en Centrafrique, qui connaissent la Centrafrique, Wagner n'a pas joué un rôle aussi mauvais qu'on voudrait le croire là-bas. Mais là, on est dans le domaine de la spéculation. Mais ce dont on ne peut pas accepter, ce qui est inacceptable, c'est que la France dise au Mali, vous ne pouvez pas, et mieux, que Macron se permette d'aller à la dérive en traitant les autorités maliennes de la sorte. Il n'appartient pas à un président français d'apprécier la légitimité ou non des autorités d'un pays souverain. Il appartient seul aux Maliens d'apprécier et de dire si oui ou non ils sont d'accord. Si le choix du partenaire, du nouveau partenaire, n'est pas compatible avec la philosophie d'intervention de la France, n'est pas compatible avec sa perception des choses, la France est libre de quitter le Mali. Maintenant, effectivement, si, comme l'a dit Barry, avec Wagner, le Mali réussit effectivement à régler sa question sécuritaire, nous tous on saura que notre problème c'est la France. S'il n'y arrive pas, on dira effectivement, ah non, attention, on a fait fausse route, c'est pas la France le problème est ailleurs. Donc, je ne comprends pas effectivement cette attitude, à moins que cette fureur française ne cache des choses inavouables. Sinon, il n'y a pas de raison aujourd'hui de dire que le Mali n'a pas le droit d'aller signer avec un partenaire comme Wagner. Cette sortie de Macron ne fait que renforcer les sentiments anti-français en Afrique. Macron voudrait créer de la frustration vis-à-vis de la France qui ne se serait pas pris autrement. Et je crois qu'il multiplie ce type de bourde. D'abord, c'était des chefs d'État qui l'a voulu, il avait fait une sortie à la veille du sommet de Pau, qu'il faut qu'ils viennent s'expliquer, comme si effectivement nos chefs d'État n'étaient que des préfets français qu'il faut convoquer et puis penser. Ensuite, il revient aujourd'hui avec cette sortie dangereuse. Et enfin, il y a ce fameux nouveau sommet Afrique-France qu'il est en train d'organiser en convoquant des jeunes Africains en France pour leur parler. Ça dit, ce sommet, c'est entre Macron et des jeunes triés à la volée en Afrique pour aller discuter à Montpellier avec lui. C'est ça qui sont des dérives aujourd'hui de la France et qui vont continuer effectivement à renforcer davantage les sentiments anti-français, qui vont amener les Africains à se dire, cette France-là nous cache des choses et ces interventions en Afrique ne sont pas forcément pour notre bien et qu'il va falloir effectivement qu'on se mobilise pour la bouter hors de l'Afrique. Il faut qu'elle change d'attitude, ça ne change pas de position, elle va rencontrer beaucoup plus d'hostilité dans les années à venir. Donc on est toujours dans cette situation hégémonique de Exactement. mépris. En fait, c'est là où je crois que les Français, les autorités françaises font route. L'Afrique d'aujourd'hui et les Africains d'aujourd'hui ne sont pas les Africains des années 1960. Et ça ne marchera plus, effectivement, de vouloir gouverner nos pays à partir de la France. Nos légitimités, c'est-à-dire les légitimités acquises par la France, ne marcheront plus en Afrique. C'est ça d'ailleurs qui font que, ces derniers temps que vous voyez les présidents qui ont été chassés du pouvoir dans l'espace francophone, la France a été derrière ces présidents jusqu'au bout. Ça veut dire qu'en fait, il y a un décalage entre la politique française en Afrique et les volontés populaires dans les pays africains. Et ça va. Si elle ne change pas de position, en fait, c'est à elle de s'adapter. Donc il faut que la France réactualise le logiciel en le tropicalisant. Oui, c'est trop tard déjà, parce que quand on regarde un peu dans l'espace, on voit que de plus en plus, chacun devient indépendant. Hein, parce que quand par exemple au Mali, moi je peux dire aujourd'hui qu'ils ont pris le chemin du non-retour. C'est fini avec cette diplomatie à l'époque où tout s'est réglé par voie diplomatique. Quand on regarde un peu depuis la chute de Ibeka, il faut se dire que peut-être l'ambassade de Russie au Mali a été la première à rencontrer la junte.
déjà on annonçait les couleurs, on dit bon, qu'est-ce qui ne va pas pour que la Russie déjà, et puis la junte commence à s'afficher comme ça. Moi je me pose la question si cette Russie d'ailleurs n'a pas été pour quelque chose même dans la chute du régime de IBK. Et quand on regarde, Barry le disait, c'est la géo aussi politique, parce qu'aujourd'hui la France sait que la Russie et la Chine font bon ménage, tout comme les États-Unis et la France sont également des alliés importants sur la scène internationale. Donc aujourd'hui, que la Russie émerge au Mali, c'est également une victoire de la Chine. Mais il faut savoir que la Chine également avait de très bonnes relations avec le Mali, bien avant même que cette situation-là n'arrive. Et aujourd'hui, c'est une évidence, qu'on le veuille ou pas. Moi, je pense que les soldats et la junte aujourd'hui, ou le pouvoir de Bamako aujourd'hui, est déjà parti pour travailler avec la Russie. Et vraiment se poser la question, lui, ne comprend pas pourquoi la France, mais c'est normal. Si aujourd'hui, là où on n'a pas pu faire quelque chose en 8 ans, si ceux qu'on qualifie de mercenaires arrivent à temporiser la situation, mais il faut comprendre que on a un orgueil qui est là et puis on est fouetté dans son orgueil propre, donc il faut combattre cela aujourd'hui parce que on s'imagine que la France aurait voulu peut-être après son départ que ce soit des villes qui sont occupées progressivement par des groupes armés terroristes. Et là, je pense que le Mali a vite vu en faisant appel à d'autres forces également pour pouvoir travailler. Et il y a des pays qui frappent à la porte, des pays comme la Turquie par exemple. C'est des pays aujourd'hui qui émergent en termes d'armement et qui sont prêts aujourd'hui, parce que qui cherchent des marchés à travers le monde et qui sont prêts aujourd'hui peut-être à collaborer avec des pays comme le Mali. Et vous savez très bien que le ministre des Affaires étrangères turc n'avait pas manqué de faire une visite à Assimi Goïta et ses camarades après la prise du pouvoir à Bamako. Donc tout ça, c'est des enjeux qui sont très importants, dont la France pourrait perdre économiquement en termes de vente d'armes, en termes également de notoriété, de diplomatie ou de suprématie dans la zone sahélienne, et même pas la zone sahélienne également, il faut dire dans d'autres pays, parce qu'aujourd'hui, elle est vue comme le lead dans les interventions à l'extérieur. Est-ce que la France a voulu suivre le pas des Américains en Afghanistan en annonçant son retour, le retrait également de ses troupes? Est-ce que la France l'a fait de façon délibérée? C'est des questions qui restent posées, mais je pense que la France risque de payer le prix le plus cher. Elle ne peut que s'en prendre à elle-même. Oui. En fait, je pense que la France ne va pas perdre en termes de vente d'armes dans la région, parce que ce qu'elle va perdre, c'est en termes d'influence diplomatique, parce qu'aujourd'hui, cette région est le précaré de la France. Parce que lorsque vous prenez les soldats africains, les soldats du Sahel, lorsque vous prenez les militaires, généralement, leurs armes, ça ne vient pas de la France. Ils utilisent Kalachnikov. Kalachnikov, c'est made in Russia, c'est dit que ça porte le nom d'un sergent russe qui a fabriqué ça. Et lorsque vous prenez l'aviation... Ce sont des armes dépassées aujourd'hui. Non, c'est pas... Le Kalash reste l'une des meilleures armes au monde. Je peux terminer. Lorsque vous prenez, par exemple, au niveau de l'aviation, on utilise normalement, c'est des MI. Les MI, c'est la Russie. Donc, mais ce que la France perd surtout, c'est son influence diplomatique. Mais le discours d'Emmanuel Macron, à mon avis, avec tout le respect, je pense que c'est un discours assez condescendant, mais son discours est à l'image donc de la gravité de la situation au Sahel, voire même de l'échec de l'intervention des forces étrangères donc au Sahel. Parce qu'on a intervenu pendant 8-9 ans, il n'y a pas, la situation est toujours dans l'impasse, et aujourd'hui la France a dépensé plus d'1 milliard de francs CFA par jour, elle a perdu une soixantaine donc d'éléments, et aujourd'hui elle est en train de perdre la face, donc voilà, la face vis-à-vis du monde, parce qu'aujourd'hui la situation c'est l'impasse, la solution n'a pas, le remède proposé n'a pas permis de résoudre le mal malheureusement. Oui, malheureusement, on va s'arrêter là pour le débat de presse d'aujourd'hui. Que la France a déjà aussi montré son échec dans ça. La France a conduit le G5 Sahel aux Nations Unies pour inscrire le G5 Sahel au chapitre 7 et jusqu'à présent ça traite. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas réussi. Tout à fait. Il faut se dire que c'est déjà un échec diplomatique de la France dans cette lutte contre le terrorisme au Sahel. On pourrait revenir sur ce sujet. On pourrait revenir sur ce sujet, Abdoulaye Barry, Albert Nagrego. On pourrait revenir sur ce sujet dans les prochains débats à débat de presse. Était présent ce matin pour débat de presse, Abdoulaye Barry. Vous êtes journaliste indépendant, analyste politique. Merci d'être venu. Albert Nagrego, vous êtes directeur de publication de Libre Info. Libre Info, c'est un site d'information en ligne. Et vous êtes également analyste politique. Merci d'être venu. Bourema Ouedraogo est le patron du journal d'investigation, Les Reporters, analyste politique. Merci d'être venu. Retrouvez cette émission grâce au service multimédia de la RTB sur notre page Facebook, puisque nous sommes en Facebook Live et également sur la page YouTube. Merci à vous pour votre attention. À dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt.